3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous, le directeur de la SICAV Monakea Capital. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Zakaria Darwish d'être à nos côtés également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Et Benoît Pelloual nous accompagne également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Le bulletin de notes des marchés boursiers pour le premier trimestre est un très bon bulletin. Encouragement, effort à poursuivre. Si je redonne juste quelques mesures de ce qui s'est passé sur les marchés actions, notamment au cours de ce premier trimestre, l'Eurostock 50, les actions de la zone euro sont à plus 13%, grosso modo. Le S&P 500 américain est à plus 10%. Le Nasdaq est un petit peu en dessous, plus 9%. Ça reste une excellente performance. Les actions mondiales à travers le MSCI World sont autour de plus 8%. Et seul le Japon fait mieux que les actions de la zone euro, avec un effet de devise toujours important. Le Japon qui est à plus 20 pour le Nikkei. Que vous inspire ce tableau d'honneur, Benoît? Mon point étant, comment est-ce qu'on explique la surperformance des actions de la zone euro qui s'est fait avec des secteurs leaders comme la banque, l'assurance, l'automobile, l'industrie ou encore les médias? Ça montre qu'il y a de l'appétit pour le risque. En fait, quand on voit l'Europe qui surperforme, en même temps les valeurs cycliques dans leur ensemble qui surperforment très nettement, ça montre qu'effectivement il y a de l'appétit pour le risque. Donc il y a un message qui est envoyé par les marchés qui est très positif sur la croissance. Les banques également qui sont dans ce panel de secteurs qui progressent et qui tirent les indices, ça montre que le message qui est envoyé par les marchés, c'est de dire que on achète le cycle, donc le cycle va plutôt aller bien. Et en même temps, on joue une repentification des courbes de taux. Donc en fait, le message qui est envoyé par les marchés, c'est ce qu'on voit dans les niveaux d'indice. Quand on regarde les niveaux d'indice par rapport au niveau de taux d'intérêt, de prime de risque, ils vous disent qu'il n'y a pas d'atterrissage de l'économie. Et donc, en réalité, les économies ont déjà plutôt tout atterri. Il n'y a que les États-Unis qui n'ont pas atterri. Et donc, en réalité, le marché nous dit que les États-Unis sont sur une trajectoire de no landing. Donc ça, c'est vraiment un message qui est assez clair, qui est envoyé par le marché. Maintenant, est-ce que ce scénario, il est réalisable? Est-ce qu'il est probable? Est-ce qu'il est même souhaitable dans la mesure où est-ce qu'il permet de ramener l'inflation durablement sur son objectif? La question est pas encore tranchée en réalité. Et quand on regarde dans ce rallye, il y a aussi une nette surperformance des valeurs de croissance par rapport à la value. Donc la value, ce qui est quand même assez surprenant parce qu'on avait normalement un cocktail qui était parfait pour voir la value surperformer sur ce trimestre. C'est-à-dire visibilité super bonne sur les résultats. Donc l'écart type dans le consensus sur les résultats, il était quasiment un plus bas depuis plusieurs années. C'est généralement un boulevard pour la surperformance des thématiques value. C'est-à-dire qu'on a confiance dans les résultats, donc il n'y a pas besoin d'être une prime à la qualité de façon importante. Les small caps surperforment pas non plus, elles restent à l'écart. Donc ce cocktail qui était normalement bon pour la value, il fonctionne pas malgré cette visibilité. Donc c'est pas complètement cohérent quand on regarde le tableau comme ça du marché. Voilà, donc il manque des pièces du puzzle pour être totalement cohérent par rapport aux signaux qui sont envoyés quand même par ces indices actions au terme du premier trimestre. C'est ça, et quand on voit un tel mouvement en faveur des valeurs cycliques, et qu'en comparaison on regarde les soft data, donc on regarde surtout celles qui sont aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on peut le voir en Europe, il y a un peu de mieux, on a une économie encore une fois qui a déjà atterri, mais aux États-Unis les soft data montrent pas, pointent pas vers une accélération de l'activité, pointent pas, au contraire, les indicateurs des Fed régionales ont plutôt montré qu'il y a, c'était pas l'accélération, mais plutôt l'inverse qui se profilait. On a le taux de chômage aux États-Unis qui a commencé à remonter. On a un tiers des États, même plus de la moitié des États américains qui ont un taux de chômage qui accélère sur 12 mois, même certains qui ont déclenché des niveaux qui sont un peu inquiétants. Donc, c'est ce qu'on voit dans ces soft data macro et dans le taux de chômage, etc., c'est pas véritablement ce qui est le message qui est envoyé par le marché. En tout cas, ça corrobore pas le message qui est envoyé par le marché. Mais ça soulève pour ceux qui voient ça, face à ça, la Réserve fédérale américaine nous dit on sera là. Je pense justement que c'est ça le message qui est retenu par le marché, c'est-à-dire qu'en réalité on a un cocktail très étonnant où on resserre la politique monétaire d'un côté. Enfin, on dit qu'on la resserre, mais on fait tout pour annihiler tous les effets négatifs d'une politique monétaire resserrée. C'est-à-dire qu'on met des conditions de financement sur les marchés qui sont super bonnes. Donc en fait, on a resserré que pour monsieur tout le monde, la politique monétaire. On protège de tous les effets négatifs de ce resserrement sur le secteur bancaire. Donc on maintient sa capacité de prêt de façon fondamentale. On dépense aussi. Il y a le budgétaire qui, aux États-Unis, on dépense comme on a rarement dépensé. Donc au final, le message est contradictoire. On resserre la politique monétaire pour ramener l'inflation à l'équilibre, mais en même temps, on fait tout pour ne pas subir ces effets négatifs. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous évite une stratégie qui a permis quand même... Enfin, je ne sais pas si c'est cette stratégie qui a permis, mais en tout cas,
avec cette stratégie, on voit l'inflation revenue à 3% aujourd'hui aux États-Unis. Alors, on va voir. C'est plus compliqué, le retour pour l'instant. Encore une fois, l'objectif, c'est de la stabiliser durablement sur ces niveaux-là. C'est ça l'enjeu. Et encore une fois, quand on regarde la dynamique des salaires, quand on regarde le coût du travail aux États-Unis, il n'est pas fondamentalement compatible avec une inflation stabilisée durablement autour de 2. Il y a encore un effort à faire de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que ça explique la volonté quand même de certains de commencer à temporiser sur le discours sur les baisses de taux. Mais c'est vrai que ce discours où on dit qu'on resserre la politique monétaire, mais en même temps on explique qu'on est là pour baisser les taux très très rapidement, le message est reçu par les marchés de cette façon-là. Très rapidement, ils le disent moins ouvertement. Exactement. C'est en train justement peut-être d'être un peu recalibré. Ça a été fondamental parce que les anticipations très agressives de baisse de taux de fin d'année dernière, elles se sont en partie corrigées et on a ensuite une Fed qui a de nouveau abondé, confirmé. C'est très rare d'avoir une Fed qui confirme les baisses de taux attendues en remontant sa prévision de croissance de façon significative et en remontant l'inflation corps dans ses projections. C'est un message qui est quand même assez difficile à lire. La Fed est prête à tolérer plus de croissance nominale pour plus longtemps. Est-ce que c'est un mal et est-ce que ce serait anormal que les marchés ne se réjouissent pas de cette situation et du message qui a été envoyé et confirmé encore lors des derniers meetings Alors je pense que c'est ni un mal et cette hausse, cette progression des indices n'est pas non plus irrationnelle. C'est-à-dire que si on regarde effectivement les classes d'actifs de manière universelle, assez homogène, tout monte. Que ce soit les actifs financiers, les actifs risqués, les matières premières, les denrées alimentaires, l'énergie, tout monte de manière inconditionnelle et ça nous dit quelque chose qui est de l'ordre du concours de beauté, si on reprend l'analyse keynésienne, c'est-à-dire du beauty contest, du beauty parade. C'est, me semble-t-il, très exactement ce qui se produit et dans l'analyse keynésienne, cet univers où tout accélère, il est lié à la stimulation de la demande et à la stimulation de l'investissement. Stimulation d'investissement, d'où ça vient ? Ça vient effectivement de politiques budgétaires qui sont ultra expansives. Et si on regarde notamment la progression des déficits aux États-Unis, on sait que le déficit où l'investissement fédéral, il est en hausse depuis un an de 14%, donc mi-mars, vous avez une progression de la dépense fédérale de 14% par rapport à l'année dernière, quand les recettes publiques, elles, n'augmentent que de 7%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dépense publique augmente 2 fois plus vite que n'augmentent les recettes. Ça augmente dans quel poste ? Les postes de l'éducation, les postes des services, les postes de la défense, avec les multiples dont on parlait tout à l'heure, et qui donc, du coup, viennent nourrir cette embellie et cette phase d'accélération haussière, qui donc n'est pas complètement irrationnelle. D'autant plus qu'à mes yeux, ce produit, ou du moins ce qu'est en train de célébrer le marché, c'est des changements de paradigme. Quel changement de paradigme ? Alors, ça y est, changement de paradigme, on y est. Il ne serait pas forcément durable. Non mais reprenons un tout petit peu de distance. On est passé de hausse de taux assurantielle, quel que soit le niveau de croissance, à baisse de taux assurantiel, quel que soit le niveau d'inflation. C'est quand même un gros changement. C'est-à-dire qu'il y a un an ou même 2, les hausses de taux étaient inconditionnelles, quelle que soit l'éventuelle récession. Aujourd'hui, on a le sentiment que la pyramide s'est inversée et que les baisses de taux sont inconditionnelles, quel que soit l'atterrissage de l'inflation. Ça a été très bien dit lors du dernier FOMC. On a une révision haussière de la croissance. Une révision haussière de la cible d'inflation à la fin de l'année, donc croissance 2,1, ce qui est quand même au-dessus de la croissance durable, du potentiel qui est 1,8. Corps PCE vu à 2,6, ce qui est quand même largement encore au-dessus du niveau de 2%. Donc ce qui amène à dire aussi que me semble-t-il qu'on est en train de célébrer, peut-être de manière un peu fluide ou pas très bien encore assimilée, c'est le renoncement à la cible d'inflation de 2%. À partir du moment où vous avez une Fed qui annonce une baisse de taux, il y a une tolérance plus importante qui s'installe. La tolérance, exactement, et le message, en tout cas, il est donné et il est en train de se diffuser dans la sphère des investissements. On ne peut pas le dire, mais on le fait.
Exactement. Alors on le dira peut-être plus tard, mais on commence à le faire et c'est très sensible dans cette accélération des prix. On n'a jamais vu une banque centrale, en tout cas américaine, aussi peu orthodoxe, baissant les taux ou annonçant des baisses des taux de manière assez consensuelle, puisque vous avez plus de 50% du FOMC qui rejoint... Ça s'est resserré, les dots se sont resserrés encore. Donc c'est consensuel, on arrive à un consensus de 3 baisses de taux, alors même que l'inflation n'est pas arrivée à sa cible et qu'au contraire... on produit des révisions qui sont haussières sur la croissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans un univers turc. Ce n'est pas une banque centrale turque. Pas Erdogan. On n'est pas en train de baisser les taux en pleine réaccélération de l'inflation. Mais il y a quelque chose d'un changement de curseur dans le niveau d'orthodoxie du FOMC. Depuis que je suis les marchés, la Fed a toujours été perçue comme une banque centrale structurellement dovish. Oui, mais alors elle ne l'était plus. Il y a eu la parenthèse. Entre 2020, il faut réancrer les anticipations d'inflation, évidemment. Absolument. Mais là, c'est quand même un peu différent puisqu'on accepte de prendre le risque de désancrer les anticipations d'inflation de sorte d'assurer un atterrissage qui, pour l'instant, n'est ni soft ni hard. Ça a bougé les break-even 5 ans 5 ans là alors, les break-even, pas tellement. Non, mais en revanche, les taux réels baissent. Les taux réels baissent de 80 BP, vous êtes passé de 2,8 à 1,6. Et donc ça aussi, ça nourrit les achats de protection. Alors on voit bien, donc du coup, ce souci de l'inflation dans les achats de protection sur le gold, sur le bitcoin, sur les matières premières, sur le cuivre, etc. Après, en parallèle de ça, quand on prend les anticipations d'inflation des ménages, on vient d'avoir la deuxième estimation de l'enquête auprès des ménages réalisée par l'Université du Michigan. Un an, c'est à moins de 3% maintenant. Voilà, les anticipations des ménages, ça fait partie des anticipations qui sont regardées par la Fed. Il n'y a pas que celles des ménages, bien sûr, mais elles sont en train quand même de converger vers l'idée d'une inflation plus stable et inférieure à 3%. Votre regard sur cette situation de marché, la question étant, est-ce que la Fed joue un peu trop avec le feu des marchés aujourd'hui, Zaccaria? Je ne le pense pas, justement, pour des éléments qui ont été évoqués, plusieurs éléments qui ont été évoqués. Le premier, c'est que les anticipations d'inflation n'augmentent pas. L'objectif principal de la Fed, c'est qu'il n'y ait pas de désancrage de ces anticipations-là. Et on voit dans les différentes enquêtes, on les voit sur les break-even d'inflation, on est sur un atterrissage à la cible. De ce point de vue-là, le pari de la Fed est gagné. De ce point de vue-là, le pari de la Fed est gagné. Le deuxième chose, c'est qu'on a tendance peut-être par moment, en fait, on pèse un peu plus sur l'inflation, et là, on pèse un peu plus sur la croissance, c'est que le mandat dual de la Fed. Et donc, sur la partie croissance, on sait que l'impact, c'est 12 à 18 mois d'un changement de politique. Il n'y a pas de débat aujourd'hui sur le fait que le niveau des taux de Fed Fund est restrictif. Alors, très restrictif, un peu restrictif, il y a débat, mais on est en territoire restrictif. Et là, on est en train de parler pour revenir, en fait, pour éliminer le côté restrictif de la politique monétaire. On n'est pas en train de dire on va revoir les taux à zéro. C'est pas du tout le cas. Le taux terminal, il est à 3 si je m'abuse. D'ailleurs, en Europe, c'est la même une politique monétaire de soutien à l'activité. On gomme le niveau restrictif. En tout cas, c'est l'enjeu des baisses de taux. Exactement. Et donc, on veut le faire en anticipation parce que effectivement, la croissance tient, mais on a plusieurs indicateurs qui nuance cette image complètement rose de la croissance américaine. Je pense notamment au PMI, je pense à l'ISM, sur le secteur immobilier, les pending homes. Il y a plusieurs éléments qui font nuancer cette image complètement positive sur la croissance américaine. Donc, on peut imaginer que la Fed, c'est dans cette optique-là qu'elle annonce ce début de la baisse des taux. Ouais. Et puis, il y a aussi un élément qui est très pragmatique, entre guillemets, c'est qu'il y a le calendrier des élections et finalement, la baisse, c'est maintenant ou un peu plus tard. Il y a un enjeu tactique aussi pour placer une première baisse de taux. Est-ce qu'on le fait cet été? Si on le fait plus tard, après, soit ça rentre en collision avec le calendrier politique, soit ça reporte à décembre, quoi. Voilà, tout à fait. Les choses. Ouais. Tout à fait. Donc finalement, en fait, c'est pas choquant. Ce qui était choquant, c'était le pricing de baisse des taux, alors que l'inflation était encore très élevée. Là, on voit que la trajectoire d'inflation, elle descend, oui, sur un chemin un peu compliqué, avec différents changements de méthodologie, donc ce qui remet un peu de doute ou un peu d'incertitude autour de cela. Mais globalement, c'est mission accomplie, quoi. Disons les choses telles qu'elles le sont. C'est vraiment mission accomplie. It's a good economy. Oui. C'est une bonne économie. Mais c'est ce que Jérôme Powell répète.
c'est une bonne économie. Moi, je comprends qu'ils ont envie d'essayer de préserver cet État au maximum. Mais bien sûr, Benoît. Juste, je pense que là-dedans, c'est en partie une raison de célébrer pour les marchés. Faites-nous redescendre sur terre. Non, mais c'est qu'il y a, de la part des banques centrales, une bien plus grande maîtrise, et on le voit dans leur changement de comportement, une bien plus grande maîtrise des effets décalés des politiques monétaires. Le comportement des banques centrales, auparavant, c'était de monter les taux jusqu'à ce que quelque chose explose. Aujourd'hui, on voit qu'on prend d'infinies précautions en montant les taux, qu'on maîtrise beaucoup mieux les effets de lag de la politique monétaire, et que et on prendra d'infinies précautions en baissant les taux également, du pas à pas. Une baisse, deux baisses, et on regarde, on verra. C'est ce que plaident beaucoup de banquiers centraux américains aujourd'hui. Et donc, justement, dans le fait de confirmer ces baisses de taux à venir, c'est aussi confirmer que le ralentissement, il est devant. C'est justement pour piloter ce ralentissement. Je pense qu'il faut... Encore une fois, on parle souvent de changement de paradigme sur les marchés. C'est quelque chose qu'on aime bien. On en voit souvent à l'issue du Covid, etc. Et c'est vrai qu'il y a... C'est vendeur. Non, mais il y a une question à se poser. Est-ce qu'au final... Moi, je suis assez convaincu, je rejoins Étienne là-dessus, que l'outcome final de cette situation est d'aboutir à une économie plus forte, en moyenne, au prix d'une inflation un peu plus élevée que ce qu'on a connu alors qu'on était sous la menace déflationniste permanente. C'est fondamentalement une bonne nouvelle sur les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une croissance qui menace d'avoir un petit peu d'inflation qu'une croissance trop molle qui menace toujours de déflation. Entre-temps, je pense que ça passe malgré tout par ce freinage de l'économie qui est nécessaire pour reprendre la maîtrise de cette inflation, que si on ne passe pas par cette case, on va avoir du mal à stabiliser cette inflation durablement. Et donc, voilà, encore une fois... Et le marché price pas ce moment, ne veut pas voir ce moment ou intégrer ce on voit que le bon côté, on voit l'outcome positif, et encore, même là-dessus, j'ai des doutes, puisque là-dedans, c'est soutenu par ce rebond de la productivité aux États-Unis. Alors c'est vrai, ce rebond de la productivité est très encourageant, la productivité rebondit, si c'est structurel, c'est génial, ça veut dire que la croissance potentielle sera plus forte. Il y a énormément de conjoncturel là-dedans. La productivité rebondit parce qu'elle était même négative il y a encore quelques temps à cause des perturbations du Covid. Les entreprises se sont assis sur leur productivité en gardant leurs salariés parce que c'était très dur de les remettre au travail. Le rebond de la productivité auquel on assiste aujourd'hui, c'est la correction de cet effet. Pour l'instant, il ne dit absolument rien de structurel. Donc, c'est pas 3 trimestres qui font exactement. Une tendance sur encore une fois, je pense que derrière la hausse du marché qu'on vient de voir, plus que cet outcome très positif qu'on peut espérer à long terme, qui serait un vrai fondement d'un bull market sur probablement plusieurs années, il y a simplement cette idée de voir des banques centrales qui prennent plus de précautions, et elles préviennent que le freinage il est devant nous, et elles s'apprêtent justement à le contrer et à ajuster leur politique monétaire. Zakaria, non, je voulais réagir, non ça me fait penser aussi à un discours qu'on a beaucoup entendu quand il y a eu le narratif de l'inflation transitoire en 2021, c'est que les banquiers centraux, dorénavant, par rapport à leur cible d'inflation, est complètement symétrique. On pourrait réentendre en fait ces discours-là, peut-être d'ailleurs a posteriori, une fois qu'on aurait une modération de l'inflation, mais c'est quelque chose qui n'est pas choquant, on va dire, en termes de projection de paradigme dans le futur. Pourquoi le marché est aussi... Je vous laisse réagir, mais ma question est quand même... Pourquoi est-ce que le marché est aussi bienveillant vis-à-vis des déficits et de l'arme budgétaire telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? On a passé une semaine sur le déficit français, là. Le spread ne bouge pas. Il s'est même resserré par rapport à la dégradation de Fitch il y a quelques mois, etc. Comment on explique cette situation de marché? C'est une très bonne question, parce que, à mon sens, on est très clairement rentré dans un univers de fiscale dominance pour les banques centrales. C'est-à-dire que la politique monétaire de la Fed n'est pas conduite par le policy mix croissance et inflation. Un peu croissance, mais beaucoup moins inflation. Et à ce titre-là, je ne suis pas complètement à l'aise avec l'idée que la politique monétaire américaine soit restrictive ou suffisamment restrictive. On ne voit pas trop comment elle pourrait être restrictive avec l'emballement des marchés actions, la baisse des conditions, la détente des conditions financières, le rallye des spreads de crédit. L'emballement, les marchés actions, ils sont sur leur niveau d'il y a 2 ans. Ils viennent de dépasser leur niveau d'il y a 2 ans. Mais entre... on n'est pas en hyperbole. Depuis 2 ans, vous avez quand même eu des hausses de taux. Donc ça veut dire que ça rebondit depuis 6 mois. Donc ça veut dire que ces hausses des taux n'ont pas d'impact sur les actifs risqués qui rebondissent, qui continuent à rebondir. Premièrement. Deuxièmement, vous êtes sur des conditions financières qui sont extrêmement contractées, donc extrêmement favorables. Troisièmement, vous avez de la relance qui est visible dans le crédit, notamment banque régionale
ou banque d'affaires aux États-Unis. Donc vous étiez en 2023 sur une inflexion de l'offre de crédit. L'offre de crédit et la demande de crédit, du coup, visiblement, est en train de se retilter progressivement à la hausse. Donc, et le taux de chômage est de 4%. Donc si vous voulez, vous avez tous les signaux qui démontrent que la politique monétaire n'est pas restrictive. Je suis plutôt pas suffisamment restrictive. Si elle l'était, on ne serait pas dans cet emballement. Zacharia, il y a le fiscal aussi. Je suis désolé, mais il y a une relance fiscale qui est énormissime d'échec de Trump. Absolument. Puis après, qui gomme l'effet restrictif de la politique monétaire. Mais on est en train de parler de 10% de vous-même, vous le disiez, Étienne. Donc, C'est 6% de déficit américain. Exactement. Donc à la fin, le taux d'équilibre. C'est le policy mix qui n'est pas restrictif. Ça, absolument. Effectivement. Je veux bien corriger ça et l'admettre, mais donc ça veut dire qu'à la fin, le niveau de taux d'intérêt lui-même, compte tenu de la relance fiscale, il est pas suffisamment. Pourquoi les marchés sont bienveillants vis-à-vis de l'actualité des déficits? Le CBO a remis à jour ses projections. En France, voilà. Fiscale dominance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi le Trésor US se refinance. Sur les T-bills à court terme. La Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle participe à ce refinancement sur la partie courte en faisant en sorte de maintenir les taux bas. Donc les 3 baisses de taux qui sont annoncées, à mon sens, elles ont quelque chose de la dominance fiscale, donc du fait que la politique monétaire devient dépendante de la trajectoire de la dette. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième... C'est une variable qui va être de plus en plus importante. C'est un facteur prédominant, même vous dites aujourd'hui. Sinon les taux d'intérêt seraient, à mon sens, plus élevés, au moins les taux longs. Et deuxièmement, vous avez un phénomène quand même post-SVB, post-Crédit Suisse et post-budget en Grande-Bretagne, qui est qu'aujourd'hui, les autorités, qu'elles soient monétaires ou fiscales, réagissent en 24 heures. En 24 heures, le sujet Crédit Suisse a été réglé. En une semaine, le sujet SVB a été compartimenté, on a racheté de la dette, réouvert la manne du repo et permis à la stabilisation des taux. La question du dérapage budgétaire du UK a eu un impact pendant une semaine. Et donc, les crises aujourd'hui sont équipés, si vous voulez, les États et les financiers sont équipés d'outils extrêmement puissants, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est pas pour ça qu'on a envie de contempler ce genre d'événement en permanence. Je ne crois pas qu'aucun gouvernement dans le monde a envie de se retrouver à la place de Liz Truss comme elle l'était en octobre 2022. Pour autant, Étienne. Oui, ça c'est un souhait. Non, mais ça me paraît un souhait de votre part. Mais on ne voit pas d'effort de consolidation. Non, mais on ne voit pas d'effort de consolidation en France. On n'en voit pas aux États-Unis. Donc ça me paraît hautement. Et donc il y a un risque de moment à la Truss, là, comme le dit le patron du CBO, si ça continue comme ça. Oui, c'est-à-dire que en fait, vous avez les taux américains sont du coup assez sensibles à un choc exogène. C'est certain. On est quand même dans un univers qui n'est pas sain. Voilà. Benoît ? Je rejoins totalement Étienne sur cette idée qui est, à mon sens, fondamentale. C'est que effectivement, la politique monétaire est resserrée à travers les taux, mais les taux, c'est ce qu'on voit. Mais il y a tous les effets du resserrement monétaire à travers la pression qu'on met sur le bilan des banques. En remontant les taux, on dégrade le bilan des banques. Ça fait partie de la politique monétaire. C'est l'exercice normal de la politique monétaire. À la différence d'auparavant, et c'est exactement ça, on fait tout pour éviter ces effets négatifs-là. Ça a pour conséquence, à mon sens, extrêmement positif, c'est de dire que probablement on enlève les crises de liquidité, les risques de crise de liquidité. C'est-à-dire que les récessions qui dérapent complètement, comme on les a vues en 2008, etc., c'est probablement plus du tout le scénario, c'est fini, c'est du passé. En revanche, ça pose quand même un problème de savoir est-ce que c'est suffisant, et ça va être l'objet de la discussion, est-ce que ça va être suffisant pour stabiliser sur l'objectif d'inflation? Et c'est là où la politique budgétaire entre en ligne de compte. Est-ce que c'est possible avec de telles politiques budgétaires de ramener une économie avec une inflation durablement stabilisée? Et j'ai envie de dire, même si elle est prête à tolérer une inflation un petit peu plus élevée qu'auparavant, je doute qu'avec un tel rythme de dépenses, notamment aux États-Unis, on soit capable de stabiliser l'inflation sur un niveau souhaitable pour la Banque centrale. Comment vous expliquez que le marché obligataire n'ait pas mis de stop encore à ces questions-là? Pourquoi les bonds vigilantes ne sont pas là, tous dehors, sortis à justement demander des prix plus élevés pour chaque émission, etc. Parce que les conditions de liquidité sont encore extrêmement
extrêmement bonnes. Étienne l'a mentionné, les conditions de financement sur les marchés sont extrêmement bonnes. Vous avez en plus le facteur technique, encore une fois, aux États-Unis, il y a cette facilité de dépôt nouvelle depuis 2019. Si on regarde pourquoi les réserves des banques ont été préservées et ce qui contribue de façon fondamentale à maintenir un bon niveau de liquidité dans le marché, elles étaient préservées parce que c'est la facilité, cette nouvelle facilité de dépôt qui a été absorbée. On arrive à la fin. D'ici cet été, il n'y a plus rien dans cette facilité de dépôt. Si on prélève justement sur les réserves des banques, les conditions de liquidité seront moins bonnes dans le marché. Ça aura des implications sur le cycle, ça aura des implications éventuellement également sur les questions budgétaires. On peut mentionner la fin ou en tout cas la diminution du rythme du quantitative tightening. Ah bah bien sûr, qui fait partie aussi de la gestion des questions de liquidité. Ils n'ont pas envie de reproduire, c'était quoi, fin 2018, c'est ça, où il y avait quand même des petits sujets de plomberie sur les marchés monétaires ou de repo aux États-Unis. Comment vous expliquez la bienveillance des marchés obligataires à ce stade sur la question des déficits en général? Je veux stigmatiser personne, évidemment, comme pays, bien sûr. Si on parle des États-Unis, parce que alors, si on parle des États-Unis. Les États-Unis, en fait, c'est très spécifique. Justement, si on regarde un peu la tuyauterie du marché obligataire américain, pour simplifier, il y a la partie courte et la partie longue. Le déficit, on va le voir sur une prime sur la partie longue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu il y a un excès de liquidité. Les fonds monétaires, le rang court, c'est au plus haut depuis très très longtemps. C'est quoi, 6, 7, 8 trillions peut-être c'est cet ordre-là, non? Ouais, j'avais en tête 9, mais... Ouais, c'est ça, c'est peut-être voilà. 8. Moi, j'avais 8, mais je voulais pas... oui, donc c'est 8-9. Ce cash-là était déposé principalement dans cette facilité de reverse repo. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, le Trésor doit émettre pour financer ce déficit. Ouais. Ce qu'ils avaient fait, en fait, c'est un équilibre complexe entre la demande qu'on va avoir sur le long et ce qu'ils vont émettre sur le court. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et c'est ce qu'on a vécu en novembre, ce qui a encore plus alimenté le déclenchement de la baisse des taux, c'est que finalement, le Trésor, il voit que la prime sur le long est trop élevée. Donc on fait le court. On fait le court. Ouais. Et ça tombe bien, j'ai deux gros acheteurs. Ouais. J'ai la Fed qui est en train de réduire la partie longue pour monter la partie courte. Et j'ai aussi ces fameux fonds monétaires. Ces fameux fonds monétaires, il y a un prix de marché en fait à cela. Si on paye quelques points de base, mais vraiment pas beaucoup de plus, les fonds monétaires viennent et vous financent vos T-bills. Et donc, il n'y a pas de sujet de financement à aujourd'hui. Mais ça impose, mais il y a une pression sous-jacente, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas émettre n'importe quel montant sur la partie longue, donc il y a quand même des contraintes fiscales. Mais l'équilibre est quelque part, on va dire, il est toujours implicite en fait. Il est toujours implicite et au final, le gouvernement ne pourra pas. Bon, on verra ce que donnera le calendrier, enfin les résultats électoraux. 5 novembre, bien sûr. Mais le gouvernement ne pourrait pas faire de façon continue n'importe quoi sur la partie déficit. Pour traiter quelques autres sujets, un mot, alors je sais pas, du yen, du yuan, voilà, on voit quand même des pressions qui s'exercent, le yuan est pris entre la force du dollar et la faiblesse du yen aussi, qui est la grosse devise concurrente pour les économies exportatrices en Asie. Alors je sais pas ce qu'on peut dire sur ces sujets, Benoît. Justement, une chose à surveiller, la faiblesse du yen, à ce titre sur les conditions de liquidité dans le marché, plutôt rassurante en l'occurrence, parce que une remontée du yen avec une remontée des taux au Japon, un changement de statut là pour le coup de paradigme où le yen ne serait plus une monnaie de carry trade mais une vraie devise comme les autres. Il y a encore un pourvoyeur de liquidité dans le monde, ça s'appelle le Japon, quoi. Un économiste chez nous avait fait avait estimé c'est entre 2500 et 3000 milliards qui seraient rapatriés avec une remontée en continu du yen. Les conditions de liquidité deviendraient un petit peu plus compliquées dans les autres zones géographiques si le yen changeait de statut. Donc à ce titre, effectivement, c'est plutôt rassurant. Mais attention, parce que ce qui se passe au Japon va indirectement avoir des conséquences partout dans le monde, justement, sur ces conditions de liquidité. Il faut vraiment très surveiller ce qui se passe là-bas, parce que si on ne pilote pas avec d'infinies précautions la politique monétaire du Japon, on le fait déjà parce qu'on considère qu'on a maintenu dans les pays développés des conditions monétaires trop accommodantes trop longtemps. Au Japon, ça fait 20 ans, ça fait plusieurs décennies, on maintient des conditions monétaires aussi accommodantes. Donc les précautions sont encore plus importantes à prendre là-bas. Donc il faut surveiller. Je pense que c'est un des éléments, un des vrais facteurs de risque justement à ces conditions de liquidité qui sont bonnes. Il est là-bas justement au Japon. Ils s'en sont bien tirés là sur. Pour l'instant, effectivement, et c'est très rassurant. Ça a été bien communiqué, bien anticipé. Même recette. Même recette. Et pour l'instant, on n'ira pas plus loin. C'est un peu le message qui est ressorti de tout ça. Je veux être plus restrictif.
restrictif, mais je reste quand même accommodant. C'est un peu la même recette. Oui, sur les marchés émergents, Étienne, je ne sais pas, est-ce que... beaucoup de banques centrales émergentes partaient billes en tête en anticipation que la Fed allait pouvoir baisser assez rapidement ses taux et de nombreuses fois en 2024. Est-ce que le fait que le calendrier de la Fed soit peut-être un peu décalé, un peu amoindri, est-ce que ça pose des problèmes pour d'autres marchés dans la sphère émergente ? Dans la sphère émergente, pour le moment, en fait, on vit plutôt un moment qui est assez favorable, hein, puisque si vous prenez, ne serait-ce que la corrélation entre les taux souverains émergents et les T-bonds US, dans un univers de taux stables, voire baissier taux de la part de la Fed, en général, vous créez des conditions qui sont plutôt favorables pour les pays émergents. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que l'achat de dette émergente, c'est un bet, un pari sur la baisse du taux directeur américain. Deuxièmement, vous sortez d'une longue période, depuis 2022, d'outflow, outflow historique sur la classe d'actifs, donc 120 milliards de dollars d'outflow de la part des institutionnels. C'est-à-dire que c'est un niveau de sortie jusqu'à sur aujourd'hui. Les émergents, enfin, c'est dette, actions, tout confondu, c'est... alors sur la partie dette, un niveau de sortie qui n'a jamais été aussi élevé. Ce qui veut dire qu'on a vraisemblablement, et c'est plutôt ce qu'on voit, un effet à contrario d'inflow et d'un retour sur les taux émergents, d'autant plus que le niveau des taux d'intérêt est élevé. Ouais. Et d'autant plus qu'en ce moment, ça ne vous a pas échappé, vous en avez parlé, on en a parlé, Benoît en a parlé, les matières premières comment subissent un retour d'intérêt. Et ce retour d'intérêt, il n'est pas seulement lié, si vous voulez, à un univers de croissance élevé, mais il est lié à une recherche de protection contre l'inflation. Les matières premières, elles sont cotées via des dérivés, via des futurs. Donc ce qu'on achète, en fait, dans le prix d'une matière première, c'est l'idée que ce prix potentiellement peut augmenter par la suite. Et donc, en général, le complexe des matières premières est un complexe de hedge et donc de protection contre le risque d'inflation, beaucoup plus efficient d'ailleurs que ne le sont les break-even, pour rappel. Les instruments financiers sur... Non, mais bon, voilà. Donc du coup, vous avez des cas effectivement d'investissement qui sont très intéressants. Donc l'Argentine, du fait de la levée des sanctions, un cas assez intéressant. Le Venezuela, le Ghana, du fait de la hausse des prix du cacao, la Côte d'Ivoire. Vous avez des cas spécifiques sur lesquels sont en train de se pencher les investisseurs. Et je note que vous avez certains fonds qui travaillent sur des dossiers spécifiques, donc Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Argentine, Venezuela, qui tirent très très bien leur épingle du jeu, aussi bien l'année dernière que depuis ce début de l'année. Donc la classe d'actifs émergente, c'est une classe d'actifs qui fait du sens quand on travaille les dossiers de manière spécifique. Ah oui, je comprends. Sur les marchés de crédit en général, Zacharia, on redira un mot des marchés actions, mais est-ce qu'il y a des niveaux de surchauffe? Est-ce qu'il y a des éléments d'exagération, d'exubérance qu'on peut relever aujourd'hui? En fait, justement, tout découle de ces conditions de liquidité qui sont plutôt favorables, ce qui fait que vraiment sur la classe d'actifs, on voit des compressions des spreads de crédit, de ces primes de risque de crédit, que ce soit d'ailleurs sur les émetteurs les mieux notés ou sur les émetteurs les moins bien notés, ce qu'on appelle le high yield. Sur les deux segments, on voit vraiment un resserrement depuis le début de l'année, même dans un contexte de hausse des taux. Et ce n'est pas la configuration normale d'habitude. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on pense qu'in fine, il y a deux éléments. C'est qu'on pense que la baisse des taux arrive. Pour aller acheter du crédit investment grade aujourd'hui à ce niveau de prix-là, c'est qu'on pense qu'on veut quand même loquer, verrouiller un certain niveau de rendement, c'est type fonds à échéance, des choses comme ça, pour des investisseurs ou même des investisseurs institutionnels. Et sur la partie high yield, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de récession. D'accord. Et donc c'est ça qui... On regarde plus les spreads, quoi. En fait, on regarde les spreads pour aller chercher un pick-up, un surplus de rendement, d'autant plus que les... Mais c'est le taux qui compte, quoi. Voilà, exactement. Mais on voit quand même que ce qui s'est passé là, pour parler justement du restrictif, non restrictif et de la transmission de la politique monétaire aux États-Unis, on parle des taux très élevés. Mais ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, le marché du high yield, les émetteurs les plus risqués aux US, eh bien en fait, ils avaient une maturité moyenne des titres de 4 ans. Aujourd'hui, c'est 2,5. Donc, en gros, c'est pendant un an et demi, il ne s'est quasiment rien passé.
mais du coup, ils n'ont pas subi cette hausse des financements. Aujourd'hui, les émetteurs qui avaient des émissions les plus longues, ce sont les émetteurs sur lesquels les spreads de crédit sont très resserrés, parce qu'on dit qu'il n'y a toujours pas de problème de financement. Les autres qui viennent aujourd'hui, ils payent un peu plus cher, donc il y a une prime, et ça explique pourquoi, dans un contexte où la liquidité est positive, ça explique ce resserrement des primes de risque. Donc globalement, ce que traduit le marché de crédit, c'est le même signal quelque part que ce qu'on voit sur le marché action aujourd'hui. Si on revient là sur la fin du trimestre, est-ce que ce qu'on a observé des tendances et des performances, notamment des actifs risqués, des marchés actions, est-ce que ça va générer, ou est-ce que ça génère des rebalancements importants, peut-être, chez les fonds de pension, dans des grands investisseurs équilibrés Oui, parce qu'en fait, donc on a une performance sur les marchés actions, grosso modo, de plus de 10, ouais. Alors que sur le marché du crédit, sur l'investment grade, c'est négatif de la part de la hausse des taux, et sur le high yield, c'est de plus 1,5 à plus 2 en fonction des segments, des zones. Donc on va réavoir cette réallocation. Le fait est que certains vont être obligés de vendre un peu, alléger un peu la poche action et de remettre sur de la poche d'autant plus que la saisonnalité au mois d'avril sur le marché du crédit est assez positive. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'en fait, il y a déjà pas mal d'acheteurs. Quand on voit les émissions sur le marché de primaire, même sur le mois de mars, on a eu beaucoup d'émissions en janvier-février. Mars a été un peu plus léger, mais la demande est toujours aussi importante. On a vu l'Allemagne émettre, il y a eu 12 fois la demande. On a vu l'Union européenne émettre, il y a eu 11 ou 12 fois la demande également. Donc on parle en dizaines de milliards, 40 et quelques milliards pour l'Allemagne et plus de 80 milliards pour l'Union européenne. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de liquidités à investir sur le segment. C'est ce qui fait que les spreads de crédit, même les jours où on voit un peu de fébrilité sur les autres actifs risqués, on n'a pas de stress sur le crédit. Comment vous voyez le trimestre à venir, Benoît, est-ce que les grandes tendances qu'on a observées au T1, est-ce qu'il y a des raisons d'imaginer qu'elles s'arrêtent là au cours des prochaines semaines ou des prochains mois Sur le directionnel de marché, il va falloir pour qu'il y ait effectivement un changement qui génère justement des prises de profit après ce qu'on vient de voir, il faut qu'on ait des nouvelles macros qui soient moins bonnes. Ça semble quand même s'orienter vers ça, c'est-à-dire que les indicateurs de surprise, je parle aux États-Unis, en gros on s'oriente vers un peu plus, des surprises moins bonnes sur la croissance et également sur l'inflation dans ce qui est devant nous. Donc il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. Attention aussi aux rotations à l'intérieur des secteurs. Justement, nous, beaucoup d'hypothèses d'une poursuite de ce rallye reposent sur un élargissement comme ça à l'ensemble des boîtes, que la value va progressivement décoller. Notre scénario plaide quand même pour que l'économie ralentisse, qu'on passe quand même par la case d'un landing qui prenne la forme, une forme ou une autre. Et ça plaide plutôt pour une rotation à l'intérieur des thématiques croissance. Et c'est vrai que sur les valeurs de la technologie, on se concentre essentiellement là-dessus. Et c'est vrai que c'est la moitié des valeurs de croissance aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai en Europe. Et malgré tout cela, malgré leur poids, la prime des valeurs de croissance dans leur ensemble, elle est sur la moyenne des 10 dernières années. Nous, c'est plutôt un accroissement de cette prime qui est plutôt en vue. Si la croissance, elle se met à se tasser un peu, qu'on perd un peu de visibilité sur les résultats, on sera incité à mettre cette prime à la qualité. Et il faut bien voir que les secteurs qui en plus profitent normalement des baisses de taux et de ce contexte-là sont quasiment les pires performeurs de ce trimestre. Justement, food and beverage, etc. Utilities, donc voilà, je pense qu'on pourrait un peu avoir de la rotation comme ça, qui se comprendrait aussi avec des prises de bénéfices un peu sur la tech. Il faut bien avoir en tête que c'est pas que la tech deviendrait un très mauvais secteur. On y croit, on pense qu'il n'y a pas de bulle, on y croit fondamentalement à long terme, mais à un moment, des boîtes comme Nvidia, elles vont pas non plus battre les attentes parfois déraisonnables des analystes. À un moment, il y aura une petite déception, et c'est là où, d'un point de vue macro, c'est important, parce que c'est ce qui peut générer une correction sur le marché, c'est ce qui peut générer des effets richesse négatifs. Donc voilà, ça a une importance, et c'est plutôt des rotations vers des choses un peu plus visibilité, qualité qui se profilent pour nous, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière séance du premier trimestre 2024. Benoît Pelloal, Natixis Wealth Management, Étienne de Marsac, Monakea Capital et Zakaria Darwish, CPR Asset Management.